Boruto a perdu ses parents, sa sœur, ses amis, son village, son foyer, sa maison et sa bien-aimée. Et tout ça c'est à cause d'une femme, Eida, membre de Kara qui a reçu l'ADN de Shibai, le dieu Otsuki, qui lui octroie le pouvoir d'omnipotence. Et en réalisant le désir de Kawaki, elle a détruit la vie de Boruto. Pour l'instant, notre héros n'est pas rancunier. Enfin, on est plutôt sur un anti-héros et pas un héros comme on le verra plus tard. Par contre, ok, il veut pas se venger pour l'instant. Mais si sa bien-aimée Sarada se trouve en danger de mort, à cause d'Eida et son frère Daimon, ce qui est le cas à l'heure actuelle, je peux vous le dire que notre protagoniste, Boruto de God Killer, va vite se pointer et les découper en morceaux. Boruto Otsuki n'est pas là pour rigoler. Surtout qu'en parallèle, il prépare un plan diabolique avec Moshiki. Et sa relation avec Kashin Koji est très superficielle et risque de se briser sous peu. Et au sein de Konoha, il est toujours considéré comme le criminel à capturer et à exécuter. Et malheureusement, notre cher Shikamaru qui le soutient risque de perdre sa place d'Okage. Et une guerre civile à Konoha va bientôt se déclencher. Les dingueries monumentales vont bientôt arriver. Et les amis, le chapitre 26 de Boruto Full Vortex a été très intéressant encore une fois. Je lui mets un bon 7 sur 10. C'est pas un chapitre extraordinaire, mais c'est un bon chapitre qui met les choses en place et ça annonce du lourd pour la suite. Mais pourquoi Momoshiki s'est allié avec Boruto? Qui sera le prochain ennemi? Sarada est-elle en danger de mort et quel est son pouvoir de genjutsu caché? Et enfin, quel sera le rôle de Boruto pour sauver sa future femme? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, désolé, je suis navré pour ce retard énorme sur la review. Mais les amis, faut me comprendre, la dernière vidéo sur l'histoire complète d'Himawari avait quand même duré plus de 40 minutes. Et en plus, j'ai un travail en parallèle, j'ai ma vie avec ma femme, donc c'est pas évident. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de cliquer sur le bouton rejoindre. Ça me soutient financièrement et ça me pousse à sortir des vidéos, même si elles sont pas sponsorisées. Donc voilà, je compte énormément sur votre soutien. Et un très grand merci à Sank et DNA Story pour le renouvellement. Et merci à elle pour son premier abonnement. Les amis, suivez l'exemple et merci à tous ceux qui vont le faire. Bon, voici la question du jour. Vous préférez une vidéo sur toutes les formes de Boruto ou sur le couple Sarada-Boruto? Bon visionnage à tous et régalez-vous. Boruto le mafieux menace son ami d'enfance. Inojin remis de ses graves blessures. Il semble avoir des sentiments envers Himawari. Le chapitre commence à la maison des Uzumaki, où Himawari vit actuellement toute seule. Et on voit Inojin, le fils d'Ino Esai, qui lui offre son miel préféré, qui est souvent en rupture de stock. Ce qui va rendre Himawari très contente. Et on ressent clairement qu'Inojin est reconnaissant envers elle, vu qu'il a survécu contre Jura grâce au pouvoir de guérison d'Himawari. Et concernant les sentiments cachés d'Inojin, on va avoir la confirmation juste après. Inojin Yamanaka, j'ai quelques questions à te poser. Le crapaud de Kashin Koji apparaît devant le fils de Sai. Et ce dernier va être pris de court par la question du clone de Jiraiya Sensei. Tu sembles avoir des sentiments amoureux pour Himawari Uzumaki. Et là, Inojin va se mettre à rougir. Et cette réaction confirme le fait qu'il est bien amoureux d'elle. Et les amis, fallait s'y attendre. Et je trouve que l'anime a fait un très bon travail pour la mise en avant de cette relation. Parce qu'en effet, dans l'épisode 33 de l'anime, qui n'existe pas dans le manga, la toile aux monstres fantomatiques en péril. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'histoire complète d'Himawari. Et les amis, je vous invite à aller la regarder, c'est une vidéo très qualitative. Mais bref, dans cet épisode, Inojin participe à un concours d'art et va être choqué quand Himawari remporte le concours parce qu'il juge que le dessin d'Himawari est inférieur à son art. Et entre nous, il n'a pas tort. C'est quoi ce dessin cataclysmique? Mais bon, au cours de cet épisode, il va comprendre ce qui compte le plus dans l'art. En fait, après avoir demandé à Himawari d'être son sensei, pour comprendre pourquoi elle a perdu ce concours, elle va lui transmettre la chose la plus importante dans l'art, le fond et non la forme. Il faut mettre de l'émotion dans ses dessins. Et depuis ce moment, Inojin a de l'admiration envers Himawari. Et dans tout le vortex, on a vu que leur relation évoluait. Après qu'Himawari s'est retrouvée orpheline et sans son grand frère Boruto, la team 10, Shikada et Chocho et surtout Inojin ont été présents pour elle, que ce soit au niveau de son entraînement ou en termes de soutien émotionnel. Ils ont tout fait pour qu'elle ne ressente pas de solitude et lui montrer qu'elle avait des gens sur qui elle pouvait compter. Et dans le premier arc de tout le vortex, on a vu à quel point Inojin tenait à Himawari. Dès que Jura Hidari sont entrés à Konoha, il a vu qu'elle était inquiète et l'a directement rassurée en lui disant qu'il fera tout pour la protéger. Et Inojin a tenu sa promesse. Lorsque Jura ciblait Himawari, car elle abritait en elle Kurama le démon renard à 9 queues, quand tout le monde était tétanisé devant le démon Hadziki originel et qu'il s'apprêtait à dévorer la fille de Naruto, c'est Inojin et personne d'autre qui a porté ses responsabilités et a foncé vers Jura pour sauver Himawari malgré la différence de niveau abyssal entre les deux. Le pauvre s'est même retrouvé avec un trou énorme dans l'abdomen. D'ailleurs, jusqu'à présent, Jura le pense mort et ça montre à quel point il était très mal au point. Par contre, Himawari tient aussi à Inojin. C'est d'ailleurs lui qui a permis l'éveil de sa puissance cachée car elle ne voulait pas perdre son ami cher à ses yeux. Mais faut pas tout mélanger parce que là, on a Inojin, enfin on a la confirmation qu'Inojin a des sentiments amoureux
envers Himawari. Mais malheureusement pour lui, je pense que ce n'est pas réciproque. Himawari a l'air de le considérer comme un ami. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi perso, j'ai pas envie qu'Himawari finisse avec Inojin. On parle quand même de la fille de Naruto. Finir avec le fils d'Ino et Sai, je trouve ça un peu naze sur le papier. Regardez par exemple Boruto qui finit avec Sarada, ça c'est lourd. De 1, il y a du vécu entre eux, et de 2, leurs enfants seront surcheatés. Du sang d'Uzumaki, d'Uchiwa d'Hyuga, et c'est l'union d'Enotsuki et d'une humaine, vu que Boruto est maintenant considéré comme tel. Alors que voir Himawari finir avec Inojin, ça serait très décevant. Après bon, vous allez me dire que ce qui compte c'est les sentiments et pas la génétique. Et les amis, vous avez raison. Mais là, on est dans un manga où la génétique est trop importante pour balayer ça. As-tu envie de protéger cette fille? Inojin répond avec conviction à Kashin Koji qu'il souhaite tout faire pour protéger la fille qu'il aime. Et là, le clone de Uchiha Sensei a eu la confirmation qu'il voulait. Même si, en soi, il a déjà vu le futur, avec son pouvoir divin de Jippo. Et du coup, il connaissait à l'avance les réponses d'Inojin. Donc il n'a pas posé ses questions pour découvrir des réponses, mais plutôt pour arriver au futur voulu et convaincre Inojin de se joindre à lui. Parce qu'en effet, Kashin Koji va invoquer Inojin dans son repère. Exactement comme il avait fait avec Boruto durant l'ellipse, lorsqu'il était pourchassé par les ninjas Tsuna. Qui es-tu? Inojin se retrouve devant le grand Kashin Koji. Et franchement les amis, il a un flow de malade. Et je parle pas d'Inojin, je parle de Kashin Koji. Il fait clairement partie des meilleurs personnages à l'heure actuelle. Je suis Kashin Koji. Je me bats pour protéger cette planète de la menace des Shinju humains. Et Inojin se souvient de ce nom et fait lien avec l'organisation Kara. Par contre, d'après les informations officielles qu'il a, Kashin Koji est censé être mort. Et donc il découvre qu'il restait un survivant de Kara. Mais bref, ce qui va être drôle, c'est le retrouvailles d'Inojin avec son ami d'enfance. Je ne dis pas ça pour te menacer, mais il n'existe pas d'issue physique dans ce lieu. Tu n'as pas d'échappatoire. Mais ne t'inquiète pas, après la discussion, on te laissera repartir sain et sauf. Les amis, le seul et unique Boruto apparaît et encore une fois, il a un flow monumental. Oui, on peut dire que l'auteur force avec ça et fait toujours tout pour rendre Boruto classe. Mais là, je suis désolé, ça marche. C'est comme s'il était assis sur un trône. Et ça m'a fait penser que durant son entraînement avec Sasuke, il lui avait demandé s'il maîtrisait bien le style Uchiwa. Et là, bravo, on peut dire qu'il maîtrise ce style à la perfection. On aurait dit la position d'Itachi lorsqu'il attendait Sasuke pour leur affrontement fatidique. Et oui, Boruto se rapproche plus des Uchiwa que des Uzumaki en termes de charisme, de flow, d'attitude et de mentalité. D'ailleurs, la position de sa main m'a fait penser à Obito et Madara qui ont fait la même pose. Ah oui les amis, ce qui me tue, c'est qu'on a affaire à deux SDF. Ils ont un trône, un lit, un sac de couchage, j'en sais rien, mais où est-ce qu'ils trouvent tout ça? Je le dis et je le redis, on a devant nous deux malfaiteurs, deux voleurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais bref, ce qui va être dingue, c'est que Boruto ne rigole pas. Il explique clairement à Inojin que là t'es coincé. T'as intérêt de faire ce qu'on te dit, sinon tu ne pourras pas repartir chez toi. On n'est pas devant un simple ninja renégat, on est devant un malfaiteur, un anti-héros prêt à tout pour atteindre son objectif. Et je reparlerai de ça dans la suite de la vidéo parce que l'attitude de Boruto est très intéressante à analyser. La fin du 8e Hokage Shikamaru Nara. Shikamaru, est-ce que tu m'entends? Kashin Koji a réussi à contacter Shikamaru et on comprend qu'ils ont demandé de l'aide à Inojin afin d'utiliser ses capacités sensorielles du clan Yamanaka et pouvoir entrer en communication avec Shikamaru et ainsi éviter que quiconque découvre que Shikamaru a trahi le village et s'est allié avec Boruto et Kashin Koji. Et si vous vous rappelez, au départ c'est Ino qui gérait cette transmission, mais lorsqu'elle a vu que son fils a failli mourir et que Shikamaru lui demandait d'aider à sauver Boruto de son emprisonnement, elle était catégorique. Elle ne veut pas aider un ninja renégat. Surtout que les communications non officielles utilisées à but personnel sont totalement interdites au sein du village Konoha. C'est pour ça qu'Ino a décidé d'arrêter de l'aider, pour le bien de sa famille et de la réputation de son clan. Donc, vous voyez où je veux en venir. Actuellement, si Ino découvre que maintenant ils utilisent son propre fils Inojin pour briser les règles et communiquer en secret, elle va être très en colère envers Shikamaru. Mais en vrai, on s'en fout de son avis. Et moi je suis du côté de Kashin Koji. Donc passons à la suite. Si tu veux discuter, ça sera plus tard. Je suis convoqué par les supérieurs. Shikamaru est en état de stress, car il doit confronter les deux dinosaures de 92 ans. Mais justement, on découvre que la prise de contact de Kashin Koji est liée à ça. Et écoutez les paroles de Kashin Koji pour comprendre à quel point la situation est critique. Dans le pire des cas, tu risques d'être destitué de ta fonction d'Hokage. En fait, parmi tous les futurs possibles, Kashin Koji a vu qu'après la conversation que Shikamaru va avoir avec les doyens, il risque de se faire taire et perdre son rôle d'Hokage. Et bien sûr, le clone de Uchiha Sensei souhaite à tout prix éviter ce futur. Parce qu'avoir le chef du village comme allié est un très grand atout. Par exemple, le sauvetage de Boruto lors de sa détention et la mission Asuna pour tuer les Shinju a réussi grâce à l'aide de Shikamaru. C'est lourd, ça me donne envie de démissionner direct. Shikamaru est fidèle à lui-même et il a qu'une envie, c'est de se casser de toutes ses responsabilités. Et franchement, c'est compréhensible. Surtout quand on sait qu'il y a des ninjas d'ancienne génération dont je tairai le nom, qui sont actuellement en train de se la couler douce dans des sources chaudes au lieu de venir aider Shikamaru et les autres ninjas de la nouvelle génération. Mais bref, les amis, on passe au
chose sérieuse. Shikamaru entre dans la pièce où se trouvent les deux vipères de 92 piges. Et il sera surpris parce qu'il y a aussi Sai et Konohamaru qui sont présents. Mais surtout un nouveau personnage qu'on découvre nommé Kobu. En fait, Kobu est l'entremetteur direct du Seigneur du Pays du Feu, le conseiller principal du daimyo. Et vous verrez qu'on a devant nous un homme très pragmatique, intelligent et efficace. Et le poste d'Hokage de Shikamaru est en danger à cause de lui. Et d'ailleurs, il lui dit, ça fait bien longtemps le 8e, ou plutôt l'Hokage intérimaire Shikamaru Nara. Kobu ne le respecte même pas. Et il nous rappelle encore une fois que Shikamaru n'est Hokage que par intérim, et ne l'est pas encore officiellement. Et on sait qu'il n'a pas voulu prendre ce poste parce qu'il est convaincu que Naruto était en vie, et voulait le retrouver à tout prix pour qu'il reprenne sa place d'Hokage. Et justement, il avait eu la confirmation par Boruto que Naruto est bel et bien en vie. Et c'est pour ça qu'il s'en fiche totalement de prendre sa succession. Il veut juste avoir ce poste temporairement pour pouvoir tout régler et mettre les choses en ordre. Sauf que là, il est dans une situation critique. La vieille peau qui n'arrive même pas à ouvrir les yeux va lui reprocher qu'il a agi de façon arbitraire lors de la mission Asuna. Et du coup, on apprend que Shikamaru n'a demandé l'avis de personne et a décidé de lui-même de croire en Kashin Koji et exécuter son plan face aux Shinju humains. Même Konohamaru et Sai n'étaient pas au courant qu'il a décidé ça de lui-même. Et Kobu nous dit que le Seigneur du Pays du Feu doute de la capacité de Shikamaru à pouvoir gérer le village de Konoha. Et les amis, écoutez, c'est très important. La nécessité de maintenir des villages shinobi est une question fréquemment débattue ces derniers temps. La phrase est lâchée. On s'approche de plus en plus d'une ère où la société n'aura plus besoin de ninjas. Et ça m'a rappelé la phrase de Kawaki du futur. L'ère des shinobi est révolue. Et le conseil du daimyo va dire qu'il y aura des conséquences pires que la réduction budgétaire. En fait, comme j'avais déjà expliqué, les villages ninja ont besoin d'un budget pour gérer le village. Et ce budget est donné par le Seigneur du Pays du Feu. Et c'est pour ça que la relation entre l'Hokage et le daimyo est très importante. Naruto et Kakashi avaient très bien géré ça. Par exemple, dans le roman de Sakura, on apprend qu'elle a demandé un budget pour ouvrir un institut de soins pour les enfants malades. Et c'est le daimyo qui a autorisé ça. Bref, tout ça pour vous dire à quel point la vision du daimyo est très importante. Et le fait que Konoha soit dans une mauvaise situation risque d'une part de perdre du budget, et que les villageois se retrouvent dans la famine, etc. Et d'autre part, et là c'est pire, c'est que le village soit dissous. Et petit à petit, il n'existera plus de village ninja. Et on se rapprochera beaucoup plus de notre société actuelle. Comme vous le savez, notre village ainsi que le Pays du Feu sont exposés à la menace des Shinju humains. Shikamaru change vite de sujet, afin d'essayer de reprendre la main dans la discussion, en essayant d'expliquer qu'ils sont confrontés à une très grande menace, et c'est ça qui l'a poussé à agir par lui-même. Il va dire qu'il s'est basé sur certaines informations obtenues. Et là, naturellement, ils vont se demander qui lui a donné ces informations. Et ce dernier va refuser de dévoiler ça. Parce que sinon, il devrait dire qu'il est allié avec Kashin Koji et que le clone de J.A. Sensei possède le Jippo qui lui permet de voir le futur. Et Kashin Koji lui a dit qu'il ne faut absolument rien dire à ce sujet. Ah oui, entre parenthèses, on apprend du coup que Shikamaru sait maintenant que Kashin Koji possède un pouvoir divin. Je rappelle qu'à la base, il ne voulait pas lui dire comment il avait eu des informations sur la suite des événements. Je ne peux pas vous en dire davantage. C'est pour la sécurité de tous. Quand on est en première ligne, il arrive que l'on doive se baser sur des éléments incertains. Cette fois-ci, je me suis fié à mon intuition. Shikamaru a énormément de pression, mais il garde son calme et parle avec logique. On est devant un très grand personnage. Notre cher Hokage assume son rôle, et il dit que si la mission avait échoué à Suna, il aurait accepté les conséquences. Et je trouve encore une fois que les deux dinosaures lui cassent les pieds, alors qu'il a quand même réussi à tuer deux Shinju humains. Les ninjas de Konoha sont sains et saufs, et ça a même permis de sauver Moegi et le Kazekage Gaara, ainsi que son fils Shinki. Ce qui permet entre autres de continuer de renforcer le lien entre Konoha et Suna, vu que c'est Kankuro lui-même qui avait demandé de l'aide à Shikamaru. Donc en soi, Shikamaru a tout bien fait. Et tout s'est très bien passé. Oui, Yodo est morte, mais on s'en fiche. Donc il n'y a absolument rien de négatif. La personne qui t'a fourni ces informations, ce n'est tout de même pas ce traître de Boruto. Shikamaru a chaud, parce que petit à petit ils sont en train de creuser et d'aller dans la bonne direction. Par contre, ils restent obstinés et sont convaincus que d'après les rumeurs, Boruto est celui qui dupe les villageois avec de fausses informations. Et Boruto s'est allié avec les Shinju pour détruire Konoha afin de se venger du village qu'il a expulsé. Les amis, ça fait très complotiste, et ça m'étonne pas d'eux. Mais en soi, quand on est touché par l'omnipotence, c'est pas délirant de penser comme ça. Et là, Konohamaru s'interpose et défend Boruto en disant qu'il lui a sauvé la vie contre Matsuri et que d'après lui, il n'a en aucun cas l'intention de nuire à Konoha. Imbécile, as-tu oublié? À l'origine, il a tué l'Hokage. On ne discutera pas avec un criminel. Les doyens sont catégoriques. Boruto est et restera un ennemi de Konoha, qu'il faut capturer et exécuter. Mais les amis, soyez très attentifs parce que la situation va empirer. Le nouveau personnage Kobu n'est pas là pour plaisanter et il reste très pragmatique. Il est d'accord sur le fait que la mission Asuna est une réussite. Par contre, si cette réussite est due à une alliance avec un criminel comme Boruto, c'est totalement inacceptable. Parce que ça voudrait dire que dans le noyau du village, il existerait un contact secret en lien avec un criminel. Et du coup, le prestige de Konoha prendrait un sacré coup. Et là-dessus, il n'a pas tort. Les autres nations vont se dire que Konoha est en train de s'allier et coopère avec Boruto, le criminel qui a tué l'Hokage. Et on ne parle pas de n'importe lequel. On parle de la légende Naruto Uzumaki. Sai Yamanaka, arrête et emmène Konohamaru Sarutobi. Je vais l'interroger moi-même. Konohamaru est en état d'arrestation. Et ça ne sera pas le seul. Parce que Kobu ordonne de retrouver et arrêter toutes les personnes qui ont été en contact
contact direct avec Boruto. Lors de son interrogatoire, comment Boruto a-t-il pu se libérer et s'enfuir? Il doit nécessairement avoir un complice secret. On va le retrouver. Ça sent très mauvais pour Shikamaru. Et franchement, Kobu impose le respect. Parce qu'avec les informations qu'il a réussi à avoir une analyse objective de la situation. Et a déjà compris qu'il y avait une top au sein du village. Et il a dit qu'il va arrêter toutes les personnes qui ont été en contact avec Boruto. Et du coup, Sai, qui a arrêté Konohamaru, va devoir à un moment donné arrêter sa propre femme et son propre fils, qui ont été au cœur de ce complot, vu qu'ils ont permis le contact direct entre deux criminels et l'Hokage lui-même. Sans oublier Sarada, Kawaki, Mitsuki ou encore Delta, qui ont été en contact avec Boruto lors de la mission Asuna. En tout cas, Sai aura peut-être un rôle à jouer, et va lui aussi devoir trahir le daimyo pour se ranger du côté de Shikamaru pour le bien de sa famille. Surtout que là, honnêtement, il joue le rôle des PNJ depuis le début de tout Boruto. Il ne sert à absolument que dalle. Aucune prise de décision, aucun risque, il ne sert à rien, zéro combat. Donc je pense et j'espère que Sai sera en moins utile dans tout le vortex. Mais bref, celui qui risque gros c'est bien Shikamaru. Parce qu'en plus de perdre son rôle d'Hokage, il sera traité comme un traître comme Sasuke et va en subir les conséquences. Et ça peut même toucher la réputation de son clan. Ah oui, dernière chose à noter, c'est que lorsque Konohamaru a commencé à défendre Boruto, Shikamaru allait s'interposer pour l'empêcher de parler. Mais Kashin Koji lui a dit de laisser faire, et c'est parce que dans tous les futurs qu'il a vus, en laissant Konohamaru prendre la parole, les doyens et Kobu s'en focus sur lui et non sur Shikamaru. Et donc il a évité le futur où ce dernier déçu de son rôle d'Hokage. D'ailleurs, vu que Konohamaru était présent, je pense que si Shikamaru perdait son rôle, ça aurait été Konohamaru qui lui succéderait en tant qu'Hokage intérimaire. Mais ouf, heureusement que ce n'est pas le cas. Et j'espère ne jamais voir cette fraude porter la cape d'Hokage. La discussion est terminée et on passe à une autre discussion très virulente qui implique notre protagoniste. L'alliance de Boruto et Momoshiki expliquée. On est des fugitifs. On n'a pas d'autre choix que de passer par la voie non officielle. En fait, Inojin, on veut à Kashin Koji et Boruto qui agissent comme des hors-la-loi. Parce qu'encore une fois, à la base, la transmission à des fins personnelles et non archivée est strictement interdite à Konoha. En plus, ils sont en train de faire une sorte de coup politique. Parce qu'ils s'appuient sur l'Hokage actuel pour contrôler la situation et contourner les autorités supérieures que représentent les doyens et le seigneur du pays du feu. Et franchement, les amis, j'aime bien l'ambiance de ce nouvel arc, qui a l'air d'avoir des enjeux politiques. Après, bien sûr, dans ce genre de shonen, ça ne va pas aller très loin niveau politique. Mais j'aime bien quand même la manière dont c'est abordé. Ça crée de la vraie tension. Et on est intrigué par la suite des événements. Et du coup, perso, moi je trouve que ça marche. Nous devons nous adapter aux méthodes de l'ennemi. Boruto en mode charismatique va nous montrer que c'est un vrai anti-héros. Parce qu'il dit à juste titre que ses ennemis sont prêts à tout. Et du coup, on s'en fiche de ne pas respecter les règles établies. Il faut parfois user des méthodes de l'ennemi pour obtenir ce que tu as besoin. Et là, les amis, c'est un trait d'anti-héros. Parce que moi, comment je décris un anti-héros? C'est un personnage qui a de bonnes intentions, qui cherche à atteindre une bonne finalité, mais qui est prêt par passer par de mauvaises méthodes, comme c'est le cas par exemple pour des personnages comme Lelouch dans Code Geass ou Light Yagami dans Death Note. Enfin pour Light, c'est avant qu'il devienne un vrai vilain. Mais bref, Boruto est aussi dans ce cas-là. Il se rapproche plus de la moralité de son idole Sasuke que de son père Naruto. Et moi perso, mes personnages préférés sont des anti-héros. Donc je valide à 100%. Parce qu'il est prêt à passer par de mauvaises méthodes pour sauver la terre. Inojin, n'oublie pas que tu viens d'enfreindre les règles. Kashin Koji met Inojin à sa place, en lui disant qu'il est impliqué dans ce bourbier lui aussi. C'est indirectement une menace pour lui dire qu'il est obligé de garder secret, parce que s'ils se font choper, Inojin sera jugé coupable aussi. Et ça aura des répercussions sur sa famille. Et même Boruto lui dit de réfléchir par soi-même, et de ne pas appliquer bêtement des règles imposées par les autorités. D'ailleurs, je peux pas le prouver, mais je pense que Boruto est très froid avec Inojin, parce que ce dernier est amoureux de sa sœur. J'ai l'impression qu'il était à deux doigts de le tabasser. Les amis, le plus drôle est à venir. Parce qu'écoutez la dinguerie monumentale que va dire Inojin. J'ai affronté Jura. La détermination et la force sont nécessaires pour protéger Imawari de ce monstre. Ouf! Les amis, je sais pas s'il est toujours atteint mentalement après sa blessure. Parce que là, il est dans un délire complet. Il pense vraiment qu'il a eu un combat genre équilibré contre Jura. Alors qu'il s'est fait one shot comme un cafard. Bref, là on passe aux choses sérieuses. Boruto as-tu terminé? À propos de Momoshiki. Tu lui as proposé le marché, n'est-ce pas? Et Boruto répond simplement qu'il remplira son rôle sans répondre directement. Ce qui va énerver Kashin Koji, qui dit clairement qu'il n'aime pas son attitude. Mais Boruto n'est pas là pour plaisanter aussi. C'est ton attitude qui me gêne. Tu as passé sous silence tout ce qui ne t'arrangeait pas. Combien de personnes étaient censées mourir à Suna? Comme prévu, la relation entre Kashin Koji et Boruto est à deux doigts d'exploser. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'ils redeviennent aussi vite alliés, vu que Boruto l'a quand même trahi en révélant à Kawaki le secret derrière sa nouvelle puissance. Et il est parti affronter Jura, alors Kashin Koji lui avait interdit. Mais bon, encore une fois, moi je comprends Kashin Koji. On est devant une personne pragmatique qui voulait orienter les choses vers la bonne direction pour pouvoir sauver la Terre. Par exemple, il voulait que Sarada éveille son Mangekyou Sharingan. Oui, il était prêt à sacrifier certaines personnes dont les proches de Boruto. Et c'est ça qui plaît pas à Boruto, parce que lui, il n'a pas la même vision. Et il est en colère. Et même de son côté, ça reste compréhensible. Parce que Kashin Koji lui cache des choses, et lui dit que ce qui lui arrange. Donc, en quelque sorte, il utilise Boruto comme un outil afin d'arriver au futur qu'il vise. Quitte à sacrifier les proches de Boruto,
et aller à l'encontre de sa vision. Les amis, ça montre clairement que ces deux-là ne supportent pas. Mais ils sont obligés de coopérer l'un avec l'autre, parce que chacun a besoin de l'autre. Boruto a besoin des informations détenues par Kashin Koji, qu'il a obtenues via son Jippo. Et Kashin Koji a besoin de Boruto, qui est son arme ultime pour vaincre Jura. Ensuite, Kashin Koji lui demande s'il a d'autres critiques puériles à lui faire. Mais Boruto lui dit que c'est une perte de temps. Au vu de leurs différentes visions, ça ne sert à rien de débattre. Mais les amis, deux points importants à retenir. Le premier, c'est comme l'avait prédit le grand Sasuke Uchiwa. Sarada va être très important dans le futur, et la menace qui plane sur Konoha ne pourra être sauvée que par elle et Boruto. C'était ce qu'il pressentait, et c'est ce que nous dit Kashin Koji. C'était super important que Sarada éveille ses nouveaux pouvoirs. Mais bon, on en reparlera à la fin de la vidéo. Deuxième point important, c'est que d'après ce qui est dit, Kashin Koji est au courant que Boruto a proposé un marché à Momoshiki. Donc, c'est fort possible que l'idée vient en fait du clone de Jiraiya Sensei. Il a vu que pour vaincre Jura, il n'y avait pas d'autre choix que de s'allier avec Momoshiki, quitte à accepter un plan diabolique. Choisissons la voie des ténèbres. Les amis, préparez-vous, on aura un plot twist de fou furieux dans le futur. En rapport avec l'alliance de Boruto et Momoshiki, et personne n'est prêt. Est-ce que Boruto a respecté cette fois-ci le plan de Kashin Koji? Ou est-ce qu'il a décidé encore une fois d'agir de façon solitaire? On le saura dans les prochains chapitres. Par contre, Boruto et Kashin Koji ont l'impression d'avoir la main dans cette partie d'échecs, et qu'ils vont réussir à manipuler Momoshiki. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vrai manipulateur, c'est Otsuki Momoshiki, le souverain du désespoir. Ou encore Borushiki, The God Berserker. Et les amis, je n'ai pas parlé pour l'instant, mais sur la cover, dont j'ai dit qu'elle était excellente, on voit Momoshiki dans une position très stylée, et le narrateur nous dit: le fil de l'araignée descend dans les fins fonds de l'enfer. Et les amis, le fil de l'araignée est une sorte d'image d'un conte japonais. Mais bref, ce qu'il faut se dire, c'est que ça symbolise une fine lueur d'espoir entre l'enfer et le salut, mais aussi un fil fragile prêt à rompre. Et moi, je vais vous le dire clairement, je suis convaincu qu'il s'agit d'un indice que l'alliance entre Boruto et Momoshiki ne tient qu'à un fil. Et donc Momoshiki, qui était dans une sorte de désespoir, faisait une sorte de bait pour attirer Boruto, tel un fil de l'araignée. Et ensuite Boruto, qui a accepté ce bait, va donner son corps à Momoshiki, mais cette fois-ci ça ne se passera pas comme prévu. Momoshiki fera la terreur sur terre. Et les amis, j'ai hâte de voir ça. Borushiki dans tout le vortex sera la plus grande dinguerie monumentale qu'on aura vue. Boruto sauve sa femme et se venge. Tu m'entends, Shikamaru? Quelle est la situation? Shikamaru prévient Kashin Koji que Konohamaru était emmené dans la salle d'interrogatoire et que c'est qu'une question de temps avant que lui aussi se fasse interroger. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont évité le futur où il perd son rôle d'Okage. Et justement, Kashin Koji lui dit que pour livrer la prochaine bataille, il doit rester Okage. Dans environ une semaine, le Shinju humain Mamoshi va apparaître à Konoha. Sa cible est Eida. Les amis, pas de perte de temps dans tout le vortex. On enchaîne direct avec la prochaine bataille contre les Shinju humains. Et Kashin Koji via son Jippo va nous révéler les compétences de Mamushi et comment les contrer. Il s'agit clairement du prochain Shinjo éliminé. Mais on va découvrir quelles sont ses compétences dans les prochains chapitres. En tout cas, on a un indice dans une des visions de Kashin Koji. Après la mise à jour suite aux actions de Boruto qui ont changé le futur, dans une de ses visions, on voit que Mamushi a l'air de pouvoir se dédoubler. Et ça risque d'être un point faible pour Daimon, qui sera probablement son adversaire. Il semble que j'ai été ému sans le vouloir. En parallèle, dans le domaine des Shinju humains, Jura va pleurer une nouvelle fois après avoir lu un livre. Et ça me tue à quel point il est sensible. J'ai l'impression chaque chapitre, on voit Jura qui pleure. On est devant un antagoniste ou un pleurnichard? Au bout d'un moment, faut se décider. Mais bon, il nous dit que la dernière fois qu'il a pleuré, c'était les larmes de Matsuri qui mélangeaient colère et tristesse envers Konohamaru qui l'a trahi. Parce qu'en fait, en tant que chef des Shinju, il est lié à tous les autres Shinju. Et donc, les larmes qu'il avait eues, ce n'étaient pas les siennes, mais plutôt les larmes d'un autre Shinju qui était Matsuri à ce moment-là. Par contre, il nous dit que parmi cette douleur, il y avait aussi un sentiment d'amour. Et Hidari va être intrigué et ne sera pas répugné cette fois-ci. Et ça nous montre que leur quête continue afin de pouvoir dominer leur sentiment d'amour et de ne pas se faire avoir comme les humains. Et on finit avec le gros dégueulasse Mamushi qui regarde des magazines qui va oser prendre la parole en nous disant qu'il a pris Eida pour cible parce qu'il souhaite la dominer. Dévorer toutes les informations contenues dans ces excellents gènes. Je n'ai rien à faire de l'amour. Nous les Shinju humains en tant qu'espèce, nous devons prospérer davantage. Oui, ces antagonistes sont très intéressants. Mais perso, je préférais le flow de l'organisation Kara. Parce que oui, Jura par exemple, il y a un vrai potentiel en termes d'écriture. Mais dommage qu'il n'ait pas un chara design aussi charismatique que Jigen par exemple. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Quand vas-tu déclarer tes sentiments à Boruto? Eida, Sarada et Sumire continuent de discuter d'amour. Et les amis, regardez bien. On a Sarada qui sert un coussin. Et bon, vous allez me dire, Abdou, pourquoi tu me parles d'une chose aussi débile, aussi osef? En fait, c'est important à préciser, parce que c'est un parallèle avec leur toute première rencontre dans la partie 1. Sarada serrait aussi un coussin à ce moment-là. Et c'était là où la mission donnée par Shikamaru avait commencé. Il s'agissait de faire semblant d'être envoûté par le pouvoir de séduction d'Eida
Aidan. Alors que je le rappelle, ni Sumire ni Sarada ne sont séduits par elle. Ce sont les deux exceptions pour le moment au sein du village Konoha. On enlevant bien sûr les Otsutsuki comme Boruto, Kawaki et son frère Daimon. Mais bref, Shikamaru leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent choper. Parce que si jamais il fallait tuer Aidan, ces deux-là pourraient faire le nécessaire. Et il ne fallait surtout pas se faire avoir par Daimon. Parce que si Daimon sait que tu n'es pas envoûté par Aidan, tu deviens une menace envers sa sœur. Et du coup, il n'hésitera pas une seconde à te tuer. Mais les amis, vous verrez qu'à cause de leur amourette à 2 balles, elles vont totalement échouer cette mission. Mais bref, revenons petit à petit dans la conversation. Sarada dit qu'elle n'est pas prête à déclarer son amour pour Boruto. Parce qu'il a d'autres choses qui le préoccupent en ce moment. Et c'est vrai, Boruto n'a pas que ça à se préoccuper d'amourette de lycéen. Mais Sumire, elle, dit qu'elle pourrait lui déclarer son amour d'un coup subitement. Et ça montre à quel point ce perso se rapproche d'Hinata, qui avait fait exactement la même chose dans Shippuden. En effet, elle avait dit « Je t'aime » à Naruto d'un seul coup dans l'arc Pain. Elle va être toute excitée, toute contente, comme une fan de télé-réalité. Et elle dit qu'elle va scruter H24 Sumire pour ne pas rater ça en live. Mais d'après ce que dit Sumire, ce ne serait pas impossible que Sarada, elle aussi, dévoile son amour à Boruto d'un seul coup. Et moi aussi, je pense que maintenant qu'elle est libérée de ses chaînes, enfin libérée de son complexe, on pourrait finalement avoir une déclaration d'amour plutôt que prévu. Même si, honnêtement, on regarde pas un shonen pour ce genre de choses. Les amis, c'est là que tout va basculer. Au fait, vous deux, vous n'êtes pas captivés par moi, n'est-ce pas? Eida n'est pas dupe. Elle a pigé que ces deux-là n'étaient pas affectés par son pouvoir de séduction. Et la tension va monter. Sumire va se rappeler des directives de Shikamaru, de faire semblant d'être envoûté. Mais ces deux-là ont totalement oublié cette mission, pour parler de leur amourette au lieu de se focus sur quelque chose de plus important. La mission a totalement échoué. Et à présent, c'est fini, leur vie est menacée. Si Eida et Daimon le découvrent, ils ne vous laisseront peut-être pas en vie. Les amis, Sumire et Sarada sont en danger de mort. Et n'oubliez pas qu'Eida et Daimon n'ont pas montré tout leur potentiel. Je rappelle que dans les premiers chapitres où elle apparaît, elle avait même fait un chute à Daimon pour qu'il ne dévoile pas leurs autres capacités. Donc concrètement, on n'a encore rien vu. Mais je vous le dis, si Eida ose toucher à Sarada, Boruto va débarquer et va la défoncer. Surtout que je rappelle que c'est à cause d'elle qu'il a dû fuir le village. À cause de son pouvoir d'omnipotence, il a tout perdu. Ses parents, ses amis, sa sœur et sa bien-aimée. Donc si elle ose toucher la fille qu'il aime, il va venir la découper en morceaux comme il l'a fait pour Matsuri. Et j'espère qu'on va prendre cette direction dans les prochains chapitres. Mais bon, après tout ce blabla, on a enfin notre moment de bagarre. Sarada dévoile son genjutsu ultime contre Daimon. Daimon se rapproche de Sarada, qui sent que leur vie est maintenant menacée. Elle éveille d'un coup son Mangekyou Sharingan Uirume, montrant qu'à présent, elle maîtrise parfaitement son nouveau pouvoir. Mais Daimon se déplace super rapidement. Contrairement à Sumire, Sarada réussit à le suivre. Et ça montre que la capacité de perception de son Sharingan est exceptionnelle. À l'instar de son père Sasuke qui arrivait même à voir les mini-bâtons de Jigen qui rétrécissaient via son Sukuna Ikona. On a bel et bien devant nous la fille d'Okage de l'ombre. Même si Sarada arrive à le suivre, elle n'est pas assez rapide pour réagir. Daimon leur chope leur coup et maintenant il peut leur détruire la nuque et les tuer sans difficulté. Tu as tenté de faire quelque chose à l'instant Sarada. Tu voulais utiliser ton fameux Mangekyou Sharingan. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien si tu meurs avant. Les amis, la tension est à son paroxysme. Et j'ai kiffé la scène de ouf. Parce qu'on voit à quel point les deux filles sont effrayées et que Daimon est sans pitié. On a clairement devant nous l'un des personnages les plus puissants du verse. Même si perso, je suis toujours pas fan de son car design et je le trouve très moche. Mais bon, petit rappel. Daimon lui aussi a hérité de l'ADN de Shiba et le dieu Otsuki. Et Amado lui-même a dit que ses capacités combatives dépassent celles de Jigen. Il a défoncé Code alors qu'il venait d'enlever ses limiteurs. Et dans la partie 1, il a brisé le cou d'un de ses ennemis. Donc c'est aussi une de ses méthodes d'achever ses adversaires. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité une seconde à se faufiler derrière Sumire et Sarada pour choper leur coup. Par contre, sa capacité la plus redoutable, c'est son pouvoir de réflexion. De retourner l'attaque de son adversaire contre lui. Genre tu lui envoies une attaque et boum, ça se retourne contre toi. Je vous le dis, ce personnage est extrêmement redoutable. Et ça ne sera pas facile de le vaincre. Et c'est là les amis qu'on arrive au possible plot twist du deuxième pouvoir de Sarada. En effet, chaque Mangekyou Sharingan t'octroie 2 pouvoirs surpuissants. Un pouvoir pour chaque œil. Par exemple, son oncle Itachi pouvait utiliser l'Amaterasu avec son œil droit, afin de créer des flammes noires. Et avec son œil gauche, il pouvait utiliser le Tsukuyomi, un genjutsu extrêmement puissant qui a failli envoyer Kakashi à la retraite. Et c'est fréquent qu'un des 2 pouvoirs des Mangekyou Sharingan soit un genjutsu surpuissant. C'est le cas par exemple de Shisui, qui pouvait utiliser le Koto Amatsukami, afin de manipuler les pensées de ses cibles. Et du coup pour Sarada, on connaît son premier pouvoir, qui est de créer des boules de gravité capables d'aspirer et exploser ses adversaires, comme elle a fait contre Ryu. Mais il nous reste encore le mystère de son deuxième pouvoir. Et je me dis qu'à l'instar de son oncle, elle pourrait elle aussi avoir un genjutsu surpuissant. Et c'est ça qui va la sauver contre Daimon. Les amis, j'ai hâte de voir ça. Et franchement, je kiffe la tournure que ça prend. Parce qu'on a une partie politique, stratégique, et une autre partie d'action qui nous annonce des nouveaux combats. Mais bref, on parlera de tout ça une prochaine fois. Les amis, pour le prochain chapitre, j'essaierai d'être dans les délais, c'est-à-dire en moins de sortir à la fin du mois. Et encore une fois, désolé pour ce retard énorme. Et les amis, je vais être chiant, mais je vous le redis, quand par exemple il n'y a pas de sponsor, c'est pas évident de se motiver à faire beaucoup de vidéos qui sont des vidéos longues, alors que je viens de travailler à côté. C'est pour ça que je vous demande de cliquer sur le bouton rejoindre. Ça m'aide financièrement et ça me motive à sortir beaucoup plus de vidéos. Surtout que là, actuellement, je suis en train de viser
réaliser 2 vidéos sur cette chaîne et une sur la chaîne secondaire par mois. Les amis, je vous le dis, le prime d'Abloukun est encore très loin d'arriver. Mais pour que ça arrive, j'ai besoin de votre soutien. Voilà tout, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.